Chapitre 6. Proie et prédateur. La rue continuait à monter. Nous croisions de plus en plus de morts à la démarche traînante, et derrière les fenêtres où brillaient des chandelles, je devinais des regards hostiles. Soudain, un cri lointain me fit sursauter. J'avais déjà entendu ce son sinistre. Il monta une deuxième fois, plus sonore. L'être qui le poussait se rapprochait, et je compris qu'il venait du ciel. La troisième fois, je reconnus ce cri. C'était l'appel d'un engoulevent, un oiseau qui vole de nuit dans le comté. Je savais l'imiter, au temps où je voulais prendre contact avec ma tante Agnès Sowerbutt. Il me servait de signal. Comment avais-je pu l'oublier? Puis je me souvins avec un frisson d'effroi que ce cri ressemblait étrangement à celui du Vultras. L'un de ces monstres servait de compagnon familier à une créature que Grimalkin avait tuée et envoyée ici, dans l'obscur. Morwen, la plus puissante des sorcières d'eau, une fille du malin, elle aussi. L'idée d'avoir à affronter Morwen m'emplit de terreur. Douée d'une force et d'une vélocité peu communes, elle paralysait ses victimes en les fixant de son œil de sang. Elle n'avait plus alors qu'à les déchiqueter. Dangereuse vivante, elle était sans doute encore plus redoutable morte. Le cœur me battit à m'en faire mal. L'oiseau se montra, plana un instant au-dessus des toits, la lumière de la lune rouge jetant sur son plumage des lueurs de feu. Puis il disparut, et son cri se perdit dans la distance. Était-il à notre recherche, comme le jour où il avait traqué Tom Ward dans les marais, près du moulin de Bill Arkwright? S'il nous avait repérés, son effroyable maîtresse ne tarderait pas à se montrer. Avec l'aide de Tom, Grimalkin avait tué Morwen et son compagnon, et j'avais tenu mon rôle dans la stratégie qui avait entraîné leur mort. Morwen l'avait sûrement appris des autres créatures de l'obscur, elle voudrait se venger. Une chose, cependant, jouait en ma faveur et rendrait la menace moins immédiate. L'élément naturel de Morwen était l'eau. Hors d'un environnement humide ou marécageux, elle s'affaiblissait rapidement et ne pouvait survivre longtemps. Or, dans cette ville au sol pavé, le seul élément liquide était le sang. Mais si les règles étaient différentes ici, morte, la sorcière avait-elle encore besoin d'eau? Une cloche de la basilique se mit alors en branle, et j'en sentis la vibration jusque dans mes mâchoires. Il me semblait que les pavés noirs sous mes pieds tremblaient eux aussi au rythme de son son terrible. Sans un mot, Thorn m'entraîna dans une venelle étroite, et, d'une pression sur l'épaule, m'ordonna de m'accroupir. La cloche sonna 13 coups. Presque aussitôt, un hurlement monta de la rue, suivi, tout près de nous, par un gémissement d'angoisse. « Que se passe-t-il » soufflai-je. Thorn me répondit dans un chuchotement, la bouche contre mon oreille. « Cette cloche sonne souvent, mais de façon imprévisible. C'est pourquoi il est si dangereux de marcher dans les rues. Elle annonce ce qu'on appelle le choix. Le dernier coup convoque celui qui est choisi pour mourir. Une voix terrible tonne dans sa tête et lui ordonne de se rendre à la basilique, où il sera vidé de son sang. Et si le choisi ne s'y rend pas? Rares sont ceux qui peuvent résister à la voix. D'ailleurs, mieux vaut lui obéir, car ainsi ta seconde mort n'est que peu douloureuse. Ceux qui fuient sont poursuivis sans merci et souffrent une longue et cruelle agonie. Tu en as été témoin? Oui, une fois, peu après mon arrivée dans l'obscur. J'ai vu un groupe de sorcières traîner un homme jusqu'à la place du marché, derrière la basilique, et le mettre méticuleusement en pièces. Des morceaux de son corps jonchaient déjà les pavés, qu'il hurlait encore. À ces mots, je me recroquevillai, mais je devinais que Thorn ne m'avait pas tout dit. Je ne me trompais pas, car, après un bref silence, elle ajouta. Encore une chose. Dès que la cloche a fini de sonner, les prédateurs ont le droit de chasser qui ils veulent pendant un court laps de temps. Puis un coup unique retentit, annonçant la fin de la traque. D'autres cris s'élevèrent dans la rue. Puis, plus près de nous, au bout de la venelle, quelqu'un gémit, de peur ou de douleur, je n'aurais su le dire. Partagé entre le désir de secourir un malheureux et la crainte d'être repéré, je ne bougeais pas. De toute façon, Thorn se cramponnait si fort à mon épaule que je n'aurais pu faire un mouvement. Une créature descendit alors à 2 reprises vers notre cachette, nous frôlant de gauche à droite, puis, sûr de notre présence, mais incapable de nous localiser avec précision de droite à gauche. Ce n'était pas un Vultras, de cela j'étais sûr. Ce volatile était bien trop grand. Il revint presque aussitôt en poussant un cri rauque, évoquant celui d'un corbeau géant. Cette fois, il plana au-dessus de nos têtes, et j'eus le temps de l'observer. On aurait dit une énorme chauve-souris, de la taille d'un être humain, avec des yeux rougeoyants, et de larges ailes membraneuses soutenues par une structure osseuse. Ses 4 membres grêles se terminaient par des mains griffues. « Elle nous a choisis comme proie !» s'exclama Thorn en sautant sur ses pieds, prêt à se défendre. Malgré ses griffes acérées, ce prédateur ne me semblait pas si redoutable, même si les apparences sont parfois trompeuses.
Je me préparais à contre-cœur à faire usage de ma magie. Or, à l'instant où la bête se préparait à fondre sur nous, la voix grave de la cloche résonna une fois au-dessus des toits. Dans un battement d'ailes, la créature s'envola avec un cri aigu. « On est tranquille jusqu'à la prochaine sonnerie, » dit Thorn. « Au moins, commentai-je, le délai accordé au prédateur est court. » Pour le moment, la chance était de notre côté. C'est vrai, mais il arrive que l'un d'eux continue de traquer discrètement sa proie. On ne peut jamais savoir d'où viendra le danger. Ça signifie que cette chose va nous surveiller jusqu'à la prochaine période? Thorn confirma cette hypothèse d'un hochement de tête. C'est un chic. Il appartient à une catégorie de démons inférieurs, qui deviennent dangereux quand ils chassent en ordre. Maintenant qu'il nous a repérés, il nous retrouvera à notre odeur. Il transmettra peut-être même l'information à ses congénères, qui se joindront à lui. Plus nous séjournons ici, plus nous prenons de risques. Et Tanaki, il nous poursuivra? Ce n'est pas impossible. Nous rejoignîmes la rue, et quand je vis Thorn baisser la tête, je l'imitai aussitôt. Elle tourna bientôt sur la gauche pour emprunter un escalier. La masse menaçante de la tour, baignée par la lumière sanglante de la lune, dominait les toits. Je compris que nous nous dirigions vers la basilique. Des morts circulaient toujours autour de nous, entraînant les pieds. Ceux qui montaient se tenaient sur la gauche, près du caniveau, empli de sang coagulé. Ceux qui en descendaient marchaient à droite, tous gardaient les yeux baissés. « Où vont ces gens ?» demandai-je. Certains se rendent à la basilique pour le culte, d'autres sont en quête de nourriture. Il existe des boutiques où les victimes sont prises au piège et lentement vidées de leur sang. Une mesure de sang, telle est la récompense pour avoir dénoncé quiconque aurait fui le choix. Ce genre de délation est courant ici. Les chiens se dévorent entre eux. Réfléchissant à l'attaque du chic, j'observais. À quoi bon fixer le sol et éviter les échanges de regards si les prédateurs descendent du ciel? Certains sont capables de métamorphose. Ils peuvent aussi bien marcher derrière toi sous une apparence humaine, attendant l'instant propice pour frapper. Beaucoup ont le pouvoir de te figer sur place d'un seul coup d'œil ou de pénétrer ton esprit, t'imposant de les attendre quelque part jusqu'à la sonnerie de la cloche. Alors, évite de regarder un mort dans les yeux. On pourrait être choisi? Soufflai-je, terrifiée à l'idée d'entendre dans ma tête l'ordre de me rendre à la basilique. Tu n'es pas morte, Alice. Tu es en sécurité, du moins pour le moment. Moi, je pourrais l'être. C'est pourquoi j'ai fui ce domaine le plus vite possible. J'ai pris un grand risque en y revenant. J'opinais en silence, appréciant son courage. Elle était plus menacée que moi. Je me demandais s'il ne serait pas plus juste de la remercier, de la renvoyer et d'affronter seule le danger. En dépit de ses recommandations, je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil à la basilique. Il émanait de ce bâtiment sinistre une aura indéfinissable. En Grèce, j'avais assisté au surgissement de la citadelle de Lordine à travers un vortex de feu. Jamais je n'oublierai ces 3 flèches spiralées, percées de hautes fenêtres en arceaux derrière lesquelles circulaient des êtres venus de l'enfer. Emmenée prisonnière à Princeton pour y être jugée, j'avais vu l'affreuse gargouille surplombant le portail de la cathédrale, image de l'entité effroyable appelée le fléau. J'avais parcouru le labyrinthe souterrain, j'avais été retenue captive par ce démon. Or, cette basilique des morts, dans la lumière sanglante de la lune, m'emplissait d'une terreur différente, dont je n'arrivais pas à cerner l'origine. Plus nous montions, plus la ruelle se resserrait et plus les torches étaient espacées. La lune de sang illuminait les toits, mais les façades des maisons et les pavés du sol restaient dans l'ombre. Peu de morts circulaient encore. Thorn, qui marchait devant, ralentit le pas. Elle finit par s'arrêter et renifla bruyamment à 3 reprises. Puis elle se tourna, et l'expression de son visage m'effraya. « Ça ne pourrait être pire » souffla-t-elle. Le portail est à présent à l'intérieur de la basilique. « Je suppose que ce n'est pas un hasard ?»« Non, tu es repéré. Des puissants serviteurs du malin l'ont transporté ici, afin de t'obliger à entrer. Ils sont à l'intérieur. » J'inspirai profondément avant de lâcher. « Je dois continuer tout de même. Le temps passe. Il me faut ce poignard à n'importe quel prix. Mais toi, Thorn, tu n'as pas à m'accompagner. Je te suis reconnaissante du soutien que tu m'as apporté. Tu as déjà pris bien assez de risques. » Thorn me regarda droit dans les yeux. Quand elle parla, ce fut d'une voix étrangement douce. « Il y a un autre moyen, Alice. Je connais un endroit où des amis t'attendent, ceux dont j'ai fait mention plus tôt. »« Des amis? Quels amis ?»« Tu en connais certains. D'autres sont des ennemis du malin, ce qui fait d'eux tes amis. Je me refusais à accepter leur aide. Je ne voulais pas les mettre en danger. Maintenant que le portail est à l'intérieur de la basilique, je n'ai plus le choix. Nous avons besoin d'eux. Ils connaissent peut-être un passage. » Me rappelant la galerie qui menait au cachot de la tour Malkin, je supposais.
Il existe des entrées secrètes? C'est possible. Certaines de ces personnes sont ici depuis très longtemps. Elles savent presque tout sur l'obscur. En ce cas, allons les trouver. Nous reprîmes notre marche, et la tour massive nous couvrit bientôt de son ombre. Thorn se dirigea vers une maison plus grande que les autres, bâtie un peu à l'écart sur un terrain envahi d'orties et d'herbes folles. Nos pieds s'enfonçaient dans un sol marécageux. La porte d'entrée était entr'ouverte. Thorn la poussa et entra sans frapper. Je la suivis à travers une salle vide au fond de laquelle un escalier descendait au sous-sol. Nous nous y engageâmes. Le claquement de nos souliers pointus sur les marches de pierre signalait notre présence et faisait remonter en moi un souvenir imprécis, mais terriblement effrayant. Nous arrivâmes dans une cave qui me parut beaucoup plus vaste que la maison. Un large bassin, rempli d'une eau bourbeuse, occupait presque la moitié de sa surface. Je reconnaissais cet endroit à présent. C'était la réplique exacte d'une autre cave, que je me rappelais que trop bien. Une chaise était posée contre le mur du fond. Quelqu'un y était assis. Une femme au visage gras, aux cheveux gris hirsutes, fixait sur moi des petits yeux de cochon sous des sourcils broussailleux. Elle suintait la haine par tous les pores. C'était Betsy Gratton, une de mes vieilles ennemies, qui avait quantité de raisons de chercher à me nuire. J'étais tombée dans un piège. Thorn m'avait trahi.